Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau Studio Millennium. Une fois encore, c'est un film fort qui nous réunit ce soir. Dying to Divorce traite du problème des violences conjugales en Turquie. À partir de ce film, nous nous sommes posé une question. Au niveau des respects du droit humain, l'Europe et la Belgique sont-ils vraiment exemplaires ? Pour discuter de ce sujet et peut-être répondre à cette question, nous allons accueillir plusieurs invités en plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir Maria Arena, députée européenne et présidente de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen. Avec elle, nous aurons Bahar Kimyumgur, journaliste et défenseur des droits humains, notamment auprès de l'ONU et du Parlement européen. Dans un second temps, nous accueillerons sur ce plateau la réalisatrice Tülin Özdemir. Elle est d'origine turque et auteure de la trilogie documentaire Le temps des femmes. Avec elle, nous aurons Émile Noël, éducateur spécialisé, psychologue et psychothérapeute. Ce débat sera modéré par Christy Huysmans, journaliste et proche collaboratrice du Festival Millennium. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet avec, pour commencer, la bande-annonce du film Dying to Divorce, avant d'accueillir nos invités en plateau. O kadar yapamadım. Ben yedim. Dedim kollarıma vurma, çocuklarıma hizmet edemem ben dedim. Who hit you? Neptün. What happened? Sonra ateş etmeye başladı. Bu daha burada bitmedi, öldüreceğim seni dedi. Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsin. O fıtrata terstir. Kaderimize boyun eğmekten, kabullenmekten vazgeçtik. This country protects murderers who would like to punish their wives, their daughters, or their girlfriends who want to have different things in life than they did before. Bunu böyle görünce şuurumu kaybetmem. Benim başıma gelebileceği için mücadele etmiyorum ben. Herkesin başına gelebileceği için mücadele ediyorum. When justice is in danger, people are afraid about their lives, who are afraid about their children's lives. It's impossible to have proper justice. So that's the thing. Kendimi falan mı yakayım yani? Ne duyması için? In a country where democracy is fading away, when you see guns so much, when you see bombs so much, when you see violence on state level, on public level, it translates into private lives. Türkiye böyle bir ülke. Kadın katliamı var burada. Kadın katliamı. Biz şimdi Kübra 2,5 yıldır çocuğunu göremiyor. Ama o çocuğu kurtaracağız onlardan. Hiç kimsenin şüphesi olmaz. O çocuk o evden gelecek ve annesi alacak onu. It's actually about a woman's decision and men trying to suppress and prevent that decision-making process. You are a survivor. Yes. Literally a survivor. You see how unjust this system is, so you just have to fight against it. There's no way that I would give up, never. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième Studio Millennium consacré aux droits humains. Alors pour aborder ce sujet ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Maria Arena, députée européenne, présidente de la sous-commission des droits de l'homme, et Bahar Kimyumgur, vous êtes traducteur, journaliste engagé même, parce que depuis votre adolescence, vous êtes un ardent défenseur des droits de l'homme. Et vous êtes aussi un opposant au régime turc actuel, ce qui vous vaut malheureusement d'être sous le coup de menaces de mort. On évoquera évidemment cette situation avec Maria Arena, qui s'est beaucoup engagée à ce sujet-là. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, Maria Arena, concerne le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul, à savoir quelles seront les implications diplomatiques des relations entre la Turquie et l'Europe. Alors vous savez, les relations diplomatiques entre la Turquie et l'Europe sont assez houleuses pour l'instant et depuis un certain temps. Il y a un mécanisme qui est le mécanisme d'adhésion, qui est un mécanisme qui permet à l'Union européenne d'entamer des dialogues avec des pays candidats à l'adhésion européenne et qui, dans cette adhésion, demande que ces pays s'alignent sur la question de l'état de droit,
de la question du respect des droits humains, de la démocratie. Et depuis, je dirais, plus de 10 années, on voit que la Turquie, plutôt que de s'aligner derrière des standards qui sont les standards européens en matière de droits de l'homme ou d'état de droit, la Turquie s'éloigne de plus en plus de ces standards. Et la Convention d'Istanbul est un des petits cailloux, je dirais, qui a été placé par la Turquie pour marquer son éloignement des standards européens en matière de protection des femmes et de la lutte contre la violence faite aux femmes. Mais je dirais c'est un des cailloux que la Turquie a placé sur le chemin de son éloignement par rapport aux droits de l'homme. Quand on a vu le nombre de défenseurs des droits de l'homme, Bahar en est un, mais il y a des centaines de personnes aujourd'hui derrière les barreaux, je dirais des milliers de personnes derrière les barreaux, des personnes qui ont été licenciées des universités parce qu'elles n'étaient pas alignées avec l'esprit du pouvoir, des personnes qui ont été, des fonctionnaires qui ont été menacés, des journalistes qui ont été torturés, des personnes qui sont décédées dans les prisons parce qu'elles défendaient effectivement les droits de l'homme. Et donc tout ça, c'est notre relation à la Turquie aujourd'hui, elle est autour de tous ces nœuds, ce qui fait que nous sommes plutôt dans une relation qui est une relation de demander des sanctions à l'égard de la Turquie, plutôt qu'une relation qui est une relation apaisée à l'égard de la Turquie. Il y a un autre instrument, je parlais de l'instrument d'adhésion, il y a un autre instrument qui lie l'Union européenne et la Turquie, qui est un instrument commercial, c'est ce qu'on appelle l'union douanière. Et cet instrument ne demande pas de contrepartie. C'est un instrument économique entre l'espace commercial européen et l'espace commercial turc. Et je pense qu'il serait une erreur de dire on abandonne l'instrument de l'adhésion qui permet de travailler sur la question de l'état de droit et on privilégie l'instrument économique qui permet de faire du business avec la Turquie mais qui n'exige rien en matière de droits de l'homme. Or, c'est la tendance que certains aujourd'hui européens veulent prendre, c'est l'orientation qu'ils veulent prendre en disant de toute façon c'est perdu en matière de droits de l'homme et donc continuons à faire du business avec la Turquie. Et je trouve que ce serait la pire erreur parce que ce qui soutient le régime Erdogan aujourd'hui, c'est justement la question économique, c'est justement je dirais, les personnes qui entourent M. Erdogan, qui sont des pouvoirs économiques et qui lui donnent le pouvoir de mener la politique qu'il mène aujourd'hui. Oui, mais donc ça veut dire que finalement, philosophiquement, l'Europe est en train de perdre de son identité humaniste, identité qui finalement fait partie des fondements aussi. On oublie un peu les fondamentaux finalement de l'Europe. Tout à fait. Et là, je pense qu'il y a une méconnaissance, une absence de pédagogie de ce que aujourd'hui l'Union européenne est. Quand on dit l'Europe abandonne ses fondamentaux, en fait l'Union européenne, l'instance politique européenne ne les abandonne pas dans la mesure où elle dit si vous voulez adhérer, vous devez remplir un certain nombre d'exigences qui sont les exigences en matière de droits de l'homme. Mais en même temps, il y a les États membres. Les États membres, ce n'est pas l'Union européenne. Les États membres, ils sont souverains. Et ces États membres disent mais nous, on veut faire du business avec la Turquie. Et donc de manière indépendante, non pas l'Europe politique, c'est-à-dire les 27 États ensemble, mais les États indépendants, la Belgique, l'Allemagne, la Hollande, je les prends parce qu'ils ont des vraies relations économiques avec la Turquie, eh bien ces pays-là disent on ne va quand même pas se passer du marché turc. On fait du business, on vend des voitures en Turquie. Ouais. Et donc, dès qu'on parle de l'économie, eh bien, on oublie la question humaniste, comme vous le disiez. Et moi, mon objectif à l'intérieur du Parlement européen, c'est de remettre systématiquement la question des droits humains à côté des autres politiques européennes. Une politique commerciale ne peut pas être une politique qui bafoue les droits de l'homme. Si on a une politique commerciale, elle doit être, je dirais, alimentée d'une politique des droits de l'homme. Et donc, je m'oppose à un élargissement, un approfondissement de l'union douanière qui aujourd'hui est proposé par certains États membres et je dirais par certains groupes politiques qui sont très proches du business. Oui. Alors j'aimerais qu'on revienne sur votre situation personnelle. Je vous remercie d'ailleurs infiniment d'être venu aujourd'hui parce que la décision n'a pas dû être facile. Donc merci beaucoup. C'est moi qui Est-ce que vous pourriez, pour les personnes qui ne connaissent pas votre histoire, nous faire un bref rappel des faits, si je puis dire? Alors pour cela, je devrais retourner à mon enfance, puisque la question centrale de notre débat reste la violence faite aux femmes.
Et je dirais que je suis né dans cette violence, étant donné que ma mère s'est mariée à l'âge de 15 ans et elle m'a eu quand elle avait 16 ans. Et la première fois que j'ai été en Turquie, c'était en 1977, c'était notamment pour ma circoncision. Et puis la deuxième fois, c'était en 1981 et un coup d'État militaire venait de se produire dans le pays. J'en ai de vagues souvenirs, mais je me souviens notamment que sur les collines des montagnes, enfin sur les flancs de montagne, il y avait de grandes inscriptions du genre quelle joie de se dire turc ou d'autres slogans de type militariste. Et alors, pas de chance pour moi, mon père a eu la mauvaise idée de me donner un prénom féminin. Bahar veut dire printemps et c'est féminin en turc. Il n'y a pas de genre, mais en tout cas ce prénom. Oui, mais quelque part on porte tous en nous un côté masculin et féminin. C'est très oui, bien. mais quand vous venez d'un pays comme la Turquie, eh bien, vous devenez facilement la risée. Et donc moi, on m'a hanté avec cette idée que le jour où je ferai mon service militaire, eh bien, tout le monde se moquera de moi. Heureusement, je n'ai jamais fait l'armée et je ne compte pas le faire d'ailleurs. Et donc, je pense que c'est ce genre de petites expériences qui forgent finalement votre personnalité. 83, c'était la troisième fois où je m'y suis rendu. C'est là que j'ai posé mon premier acte politique, c'était d'empêcher le mariage de ma cousine maternelle avec le cousin de sa maman. Et donc, j'ai bloqué la maison de ma tante pour empêcher que ce mariage ait lieu. Donc, le village s'est presque rebellé contre moi. Et c'est pour vous dire que la question de la violence est omniprésente dans toute la hiérarchie sociale. On l'a vu dans le film, cela concerne des petites gens, mais il y a tout un enchaînement de violences qui remonte en fait jusqu'au pouvoir, jusqu'au régime. On dit en turc balık baştan kokar, et on connaît, enfin cette expression existe également en français, c'est-à-dire le poisson pue par la tête. Et quand on voit aujourd'hui l'actualité turque, on se rend compte que finalement ces faits qui peuvent paraître anodins en fait concernent et impliquent immédiatement et directement le régime. Il y a par exemple le cas du député erdoganiste Shirin Ünal qui a assassiné une servante d'origine ouzbek. On a un autre cas, celui de Tolga Ağar, dont le père a été ministre de l'Intérieur durant les années 90 et qui est connu comme étant un baron de la drogue et un des chefs des escadrons de la mort. Eh bien, ce Tolga Ağar est impliqué dans l'assassinat d'une femme qu'il aurait violée. Donc, quand je parle de la violence, elle est protéiforme. Il y a la violence militaire contre les opposants politiques. Il y a une violence symbolique et une violence culturelle contre les simples citoyens. Dans cette culture de la violence, j'ai essayé de chercher justement des gens qui s'y opposaient, qui s'opposaient à ce dogme finalement de la toute-puissance de l'État, de la toute-puissance de la nation, de la race, parce qu'il y a aussi une idée de race turque que l'on essaie d'inculquer aux enfants de leur plus jeune âge. D'ailleurs, il y a parmi les nombreux adages, les nombreuses expressions utilisées dans la société turque, il y a l'idée que chaque Turc naît soldat. Il y a un militarisme omniprésent, et donc dans ce climat extrêmement délétère, violent et porté sur le rejet de l'autre, eh bien, j'ai été amené à me positionner politiquement et à défendre des citoyens qui étaient persécutés. Mais maintenant, vous êtes quand même poursuivi, enfin vous êtes menacé de mort, donc c'est très grave. Et vous avez tout de suite saisi la sous-commission des droits de l'homme. Alors où est-ce qu'on en est maintenant au niveau de la réponse politique, je dirais? Alors, il y a eu tout un cheminement en termes de répression, toute une escalade. Cela a commencé par une pression exercée sur le pouvoir judiciaire en Belgique pour que je sois poursuivi pour terrorisme. C'était entre l'année 2005 et 2010, suite à une saga judiciaire qu'on a appelée ici en Belgique l'affaire des HKPC. J'ai finalement été acquitté, mais ce n'était que partie remise parce que le régime Erdogan a décidé d'activer un mandat d'arrêt international, une notice rouge d'Interpol qui m'a empêché de voyager, notamment j'ai été arrêté aux Pays-Bas, en Espagne et en Italie suite à ce signalement Interpol. À chaque fois, après avoir été confronté aux juridictions de ces pays,
j'ai été libéré et j'ai eu la possibilité de rentrer chez moi à Bruxelles. Et là, suite à cette campagne, parce qu'il y a eu une véritable mobilisation de la part de la société civile belge pour empêcher mon extradition vers la Turquie d'une part, mais également pour obtenir ma radiation des listes Interpol. Eh bien, en 2014, Interpol a décidé de cesser les hostilités envers moi. Et puis, il y a eu ce crescendo avec le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, qui m'a placé dans une liste des terroristes recherchés activement. Une blacklist, oui. Vous n'êtes pas le seul. Hein. Non, nous sommes des centaines. En plus, il y a un mélange. Oui, absolument. Il y a un mélange des gens avec des djihadistes, des gens qui sont plutôt taxés comme gulenistes, d'autres comme faisant partie de la mouvance kurde PKK. Et donc, au bout de cette escalade de violence, finalement, bien, il y a eu ces menaces de mort qui m'ont été adressées directement de la part d'un combattant turc qui se trouve actuellement dans le nord de la Syrie et qui est en lien avec le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu. Ce qui m'a conduit à m'adresser aux autorités belges pour obtenir une protection, en tout cas une protection de type symbolique et politique. La première chose, c'était de me sentir en sécurité dans le pays où je vivais. Et j'ai la chance d'avoir eu cette protection, du moins narrative, c'est-à-dire qu'il y a des responsables politiques qui se sont véritablement engagés en votre faveur. Absolument. Alors avant de continuer ce débat avec vous, j'aimerais qu'on regarde un petit extrait du film, s'il vous plaît. Kardeşlerim, kadınların ihtiyacı olan şey nedir? Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. Bizim dinimiz kadına bir makam vermiş. Ne makamı bu? Annelik makamı. Ama bunu anlayanlar olur, anlamayanlar olur. Bunu feministlere anlatamazsın mesela. Çünkü onlar anneliği kabul etmiyor. Böyle bir dert yok. Annenin ayağının altı öpülür. Kaderimize boyun eğmekten, kabullenmekten vazgeçtik. Kadın katillerine! Biz intikam istemiyoruz. Biz bu önünde bulunduğumuz binanın adında olan adaleti istiyoruz. Our group has lots of activists carrying out protests and making all these cases public. Biraz basın açıklaması yapacağız. Basın açıklaması için uygun yerimiz burası. Siyah çelengimizi bıraktık. Çünkü her bir kadın kardeşimiz adalet sağlanmadığı için öldürülüyor. Maalesef şöyle bir durum oluyor ülkemizde. Eylül-Ekim aylarında tam 52 kadın kardeşimiz hayatını kaybetti. Adalet Bakanlığı'na da adaletiniz öldü demek için buradayız. Alors, le film montre clairement que la violence qui est faite aux femmes est finalement le symptôme absolument terrifiant d'une volonté politique qu'on qualifierait presque de totalitaire. Si on a lu Arendt, je crois qu'on est un peu dans cette logique-là, parce que les avocats eux-mêmes sont pris en otage, on le voit clairement. Depuis le coup d'État avorté, je crois que c'est 4500 juges et procureurs qui ont été révoqués. Évidemment, vous êtes aussi la preuve vivante que tout opposant au régime est emprisonné, menacé de mort, voire même assassiné, comme vous venez de le dire. Mais cela dit, quand on regarde le documentaire, on pourrait quand même se poser la question de savoir, mais comment en est-on arrivé là? Comment se fait-il que le président Erdogan bénéficie d'une aussi grande popularité, non seulement en Turquie, mais aussi à l'extérieur de ses frontières, ici en Belgique? Alors évidemment, ça mériterait une thèse. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce qui a permis son succès finalement et qui continue à demeurer? Alors je crois que c'est en lien avec la culture de la violence qui est omniprésente, comme je le disais tout à l'heure, dans la société turque. Et qui ne serait pas neuve alors? Qui ne serait pas neuve. Donc voilà. C'est cette violence et cette
fascination par rapport au pouvoir, par rapport au chef, fait partie, je dirais, de la société traditionnaliste turque. Il y a toujours eu une sorte d'adoration, de vénération et de culte de la force. Et d'ailleurs, à travers les siècles, on a gardé certains clichés. Je fais souvent référence à des citations, à des expressions, à des dictons dans lesquels la violence est centrale. Et bien parmi ces expressions les plus difficiles à accepter, il y a par exemple celle de la trinité at avrat sila. Donc c'est le cheval, la femme, le fusil. Et donc ça ferait partie de l'ADN, soi-disant, de l'ADN de l'identité turque. La femme comme un accessoire. Comme un accessoire, absolument. Et donc il y a, je dirais, cette violence traditionnelle avec, bien entendu, une modernisation de la société turque avec la révolution kémaliste qui a quand même contenu ce type de violence patriarcale, mais qui n'a jamais été complètement éradiquée. Et Erdogan, lui, comme on le sait, donc je ne vous apprendrai rien sur le fait que sa doctrine repose essentiellement sur le néo-ottomanisme, sur cette volonté d'imposer la puissance turque d'abord au sein de la société turque, donc d'homogénéiser la société et de faire en sorte que chaque citoyen, qu'il soit turc, kurde ou qu'il fasse partie d'autres minorités ethniques ou confessionnelles, lui voue un véritable culte. Et toute personne qui le critique se retrouve, y compris les enfants. C'est pour ça que je me suis permis d'utiliser le terme totalitaire, parce qu'on est vraiment dans cette logique-là, avec, me semble-t-il, aussi un monopole au niveau des médias. Il a quand même aussi pas mal travaillé à ce niveau-là. Ce culte de la personnalité qui est très présent, et qui finalement est inquiétante pour la Turquie, pour ces pays limitrophes, mais est-ce que c'est pas aussi inquiétant pour l'Europe? Ah oui, bien sûr, on le voit, toute la volonté, la tentative de déstabilisation du régime Erdogan en Méditerranée orientale, pas uniquement par rapport à l'Europe. Dans les Balkans, il y a un pied, il s'affirme notamment à travers des réseaux mafieux. Récemment, un diplomate belge a été arrêté à la frontière turco-bulgare avec 100 kilos d'héroïne. Donc il y a aussi toute une dimension criminelle du régime qui est pas suffisamment évoquée. De nos jours, l'opposition essaye de mettre ces dossiers sur le tapis, mais très vite, les personnes qui en parlent sont écartées, sont muselées. Le fait, par exemple, que la Turquie est devenue une plaque tournante du trafic de drogue, et tout cela, en fait, est permis par le régime qui veut impressionner ses voisins, ses partenaires également, et on voit un Erdogan qui veut se positionner comme le chef incontesté de la Oumma, de la nation musulmane, arabo-musulmane. On voit notamment son impact dans la guerre de Syrie, en Libye, dans le Karabakh. Donc il y a aussi une volonté d'occupation territoriale et d'impressionner à travers notamment son artillerie et ses drones extrêmement meurtriers qui sont maintenant... Alors j'aurais voulu poser la question à Madame Arena, mais malheureusement elle a été obligée de nous quitter pour des impératifs professionnels, indépendants de sa volonté. Et mais on peut se poser la question quand même, est-ce que l'Europe est-elle suffisamment armée, alors je l'utilise vraiment autant au sens diplomatique du terme, pour faire face à cette volonté de toute puissance? Je ne pense pas. D'abord, l'armement dont on a besoin en Europe, en tant qu'institution, mais également en tant que citoyen, c'est l'information et la compréhension de l'enjeu autour de cet engouement que suscite le système Erdogan. Donc il faudrait avant tout pouvoir développer un contre-discours pour que l'électorat, qui n'est pas négligeable, que l'on retrouve en Belgique, mais aussi également dans les pays voisins, en Allemagne, en Suisse, en France et ailleurs, puisse se rendre compte du caractère dictatorial et liberticide de ce régime. Et très souvent, quand on parle avec ces Turcs, qu'ils vivent en Turquie ou en Europe, ils vous diront qu'ils préféreront toujours vivre, dans la plupart des cas, ils préfèrent vivre en Europe, mais pourtant, par volonté de manifester leur allégeance au chef,
il y a encore cette idée de culte du chef, de culte Culte du de pouvoir, l'autorité, de la soumission, et de finalement, la aussi. soumission, oui, du biyat, le biyat comme on dit en arabe, le culte de l'allégeance. Eh bien, il y a tout un travail à faire à ce niveau-là. Développer une contre-culture, permettre à l'opposition d'être plus visible. Oui, parce que pour le moment, elle est un petit peu muselée aussi, l'opposition. Oui, non seulement elle est muselée en Turquie, bien entendu, puisqu'on compte aujourd'hui près de 60 000 prisonniers politiques, de toute sensibilité confondue, et tout secteur professionnel confondu. Hein. Alors on retrouve des juges, des avocats, des professeurs, des artistes, des étudiants, de simples travailleurs, des syndicalistes derrière les barreaux. Et donc on a, d'une certaine manière, des centaines de milliers de personnes qui sont impactées par cette captivité, oui, par on sait cette qu'on assiste censure. à une forme d'épuration de la pensée. Exactement, exactement. Et il y a un impact direct sur la diaspora, étant donné que on entend ci et là des cas de filature, des règlements de compte, des actes de violence, de tabassage entre des pro-Erdogan et des anti-Erdogan un peu partout en Europe. Et donc, on est en danger, y compris en Europe, en tant que citoyen européen, mais également en tant qu'euro-turc, que franco-turc ou que belgo-turc, parce qu'il y a cette idéologie qui est alimentée par le régime Erdogan et qui se base et qui est centrée sur l'identité turque et cette idée de suprématie, l'identité turque qui doit dominer le monde. Il y a cette idée-là qui est qui est fascisante et avec laquelle on ne traite pas assez. Et pour cela, je pense qu'il faut promouvoir la culture du dialogue, donner l'occasion à des opposants turcs de s'exprimer dans les écoles, dans les médias, dans le monde culturel, leur donner plus de visibilité afin que les Turcs... Oui, et puis aussi développer quelque part l'esprit de... la capacité de discernement et d'esprit critique, parce que c'est vrai que si on est dans une culture qui tout petit nous apprend à suivre le chef sans jamais désobéir, on ne pourrait pas s'en sortir. Oui, et on est d'autant bien équipé, je dirais, en Turquie, que c'est l'un des rares pays de cette région à être doté d'une si importante société civile. Nous avons en Turquie un grand nombre, on l'a vu dans le film également, de mouvements syndicaux, d'avocats qui sont organisés, qui défendent l'opposition et les droits démocratiques, des partis politiques, on les voit s'exprimer le 8 mars, on les voit à travers les manifestations du 1er mai, qui sont parmi les plus, non seulement les plus spectaculaires, mais aussi les plus houleuses et les plus médiatisées du monde, parce qu'il y a cette interdiction, il y a toute une symbolique autour du 1er mai en Turquie. Donc il y a un mouvement ouvrier, il y a un mouvement syndical très important, des mouvements écologistes qui défendent... Et justement, par rapport à ça, vous êtes journaliste, mais on pourrait se poser aussi la question de savoir si les médias européens, internationaux, justement, devraient aussi focaliser l'information sur ces mouvements positifs. Parce que ce serait une forme de contre-pouvoir. Parce qu'actuellement, quand on regarde les informations concernant la Turquie, c'est justement le culte charismatique d'Erdogan dont on parle. Oui, et pourtant, ce même Erdogan a perdu lors des dernières municipales des métropoles comme Ankara, la capitale administrative, comme Istanbul, la capitale économique, et comme Izmir, quoique Izmir a toujours été un bastion plutôt démocrate, laïque, et très opposé à l'idéologie islamiste telle que prônée par Erdogan. Mais donc on voit qu'il perd pied en Turquie, et plus il perd pied, plus il essaie de se profiler à l'international comme un leader charismatique adoré de tous. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, par exemple, il joue la carte palestinienne, il la joue pleinement, avec beaucoup d'hypocrisie, parce que finalement, ça reste, je veux dire, Erdogan, malgré tout ce qu'on peut croire, il reste un allié de poids d'Israël. On les a vus collaborer contre l'Arménie lors de la dernière opération dans le Haut-Karabakh. Et alors, il y a des accords commerciaux et diplomatiques qui sont extrêmement importants. Donc, il faut faire la distinction entre le discours, la narration, la propagande et les faits. Et donc, Erdogan est un islamiste convaincu, mais il lui arrive d'être en contradiction par rapport à son propre discours. Ok, écoutez, je vous remercie infiniment en tout cas pour tous ces éclairages, et je vous propose de découvrir un deuxième extrait
de ce film ô combien bouleversant. Arzu hem çocuk gelin hem 14 yaşında gelin oluyor ve en sonunda kuma getirmek istediği için Arzu boşanmak istediği için, boşanmayı kabul etmediği için adam Arzu'nun kollarını ve bacaklarını pompalı tüfekle vurarak kardeşimizin kollarını ve bacaklarını kaybetmesine sebep oluyor. Benim hayatım bu kadar mı çok ucuz dedim. Hani 20 yıl. Ya benim bütün 28 yaşında benim bütün hayatımı elimden almış. 20 yıl yemiş. Ama oradan çıkmaması lazım. 20 yıldan fazlası sadece bir insanı öldürdüğünde verilen bir ceza. Ya normalde böyle durumlarda 9 yıl falan veriliyor Arzu. Hakikaten çok yüksek bir ceza verdiler. Ama bundan sonraki şeylere bakmak durumundayız. Ben çok iyi anlıyorum ama hepimiz ayağa kalkmanı bekliyoruz vallahi Arzucuğum. Hani sadece tek isteğim şu ki, yani eskisi gibi çocuklarım için bir işe girmeyi de düşünüyorum, biliyor musun? Çalışacağım. Evet, çok iyi olur. Çalışacağım. Ayaklarımın üstünde dimdik durup o çocuklarıma yine bakacağım. Onlara göstereceğim. Azim neymiş göstereceğim. Ki onun da karşısına çıkmak istiyorum. Ben ölmedim, sürünmüyorum. Sen burada sürünüyorsun diyeceğim yani. Meydan okuyacağım diyorsun Yani böyle. okuyacağım, gerçekten okuyacağım. Yani o kadar hırsla çalışıyorum ki ben bunu yapacağım. Artık o yok hayatımda. Kurtuldum. Kendi hayatıma bakacağım. Hani kendim için daha değişik. Hatta diyorum ya, saçlarımı bile boyattırmayı düşündüm. Artık değişmek istiyorum. Yani önüme bakacağım, ilerime bakacağım. Eskiye dönmek istemiyorum. J'ai désormais à mes côtés Tuline Özdemir et Émile Noël. Tuline, vous êtes cinéaste, vous avez beaucoup exploré vos héritages culturels, les mémoires, notamment à travers les transmissions des femmes dans votre filmographie. On aura l'occasion de l'évoquer plus tard. Émile Noël, vous êtes psychologue et vous consacrez désormais une grande partie de votre temps à accompagner des familles issues de la migration afin qu'elles puissent trouver leur place dans notre société. Vous dites de vous-même, je suis un observateur psychosocial maintenant. Alors, on l'a vu dans le tout premier extrait que nous avons diffusé, je m'adresse d'abord à vous, Tuline, que la violence faite aux femmes et la négation finalement de leurs droits est d'une certaine manière légitimée par une instrumentalisation du religieux, puisque de manière assez perverse, qui instaure la confusion entre l'égalité des droits et les différences naturelles hommes-femmes, parce que c'est vrai, jusqu'à preuve du contraire, un homme ne peut pas enfanter. Alors comment ressentez-vous intimement ce discours? Moi, voilà, bien sûr, je relativise ce discours-là qui mélange, qui joue sur la confusion avec les traditions culturelles, les traditions religieuses. Moi, j'ai grandi dans une communauté turque ici à Bruxelles, musulmane. Mes parents sont plus ou moins pratiquants. Moi, je m'estime plus du culture musulmane parce que j'ai jamais pratiqué la religion musulmane. Et donc, tout ça, je pense que c'est très important d'éclaircir et de préciser parce que la question de la différence entre hommes et femmes, pour moi, c'est une question de genre et le genre est une construction culturelle. Donc, ça répond à la question. Donc, moi, quand j'entends des discours teintés de religion sur le fait qu'une femme n'est pas comme un homme, enfin, ça, moi, personnellement, j'y prête pas attention. Et quand je peux, je précise que pour moi, c'est l'idéologie en fait. Oui, mais bon, c'est une instrumentalisation qui mène quand même
qui a des visées de violence aussi, quelque part. Mais c'est violent parce que, pour faire allusion au film dans lequel on entend le discours du président Erdogan, c'est une idéologie qui nie la femme. C'est-à-dire qu'en réduisant la femme à une fonction maternelle au sein d'une famille nucléaire, ce n'est qu'un discours idéologique violent en soi. Oui. Mais justement, enfin, on pourrait s'étonner que certaines femmes applaudissent le discours d'Erdogan comme on l'a vu dans le documentaire. Alors est-ce que c'est représentatif ou pas? Ça, vous êtes probablement mieux placé que moi pour le savoir. Et Erdogan fait référence au discours des féministes, mais évidemment en utilisant le discours d'un féminisme extrêmement radical qui, il est vrai, dans ses dérives, en arrive à mépriser la maternité. Et est-ce qu'on ne peut pas se demander si ces femmes, qui sont des mamans, qui sont des mères, ne sont pas elles aussi blessées par le radicalisme du discours féministe? Je crois qu'avant ça, avant qu'une mère se sente touchée par le discours d'un féminisme radical, je pense que c'est très important de préciser que le discours d'un président qui a une telle idéologie dont l'instrument est la violence, parce que en disant que la fonction d'une femme est d'être une mère dans une famille, ça veut dire qu'on nie toutes les autres femmes. On les nie, quoi. C'est déjà violent en soi. Et ces femmes qui applaudissent, je pense qu'elles applaudissent plus par idéologie, plus que par identification maternelle. Je crois surtout que les femmes doivent être très vigilantes, et les hommes aussi d'ailleurs. Ça ne concerne pas que les femmes, je crois que tout ce qui touche à la question de la femme concerne directement l'homme, vu que c'est l'autre moitié de l'humanité. Donc moi, je pense que, en général, j'englobe toujours ce partenariat humain, femme-homme. Oui, tout à fait. C'est simplement que des discours comme ça, venant d'une idéologie violente qui nie la femme dans sa multiplicité sociale et politique et biologique, etc., c'est surtout pour diviser les femmes entre elles. Parce qu'une des caractéristiques du président Tayyip Erdogan, c'est en général, pas que vis-à-vis des femmes, c'est la polarisation, la division, diviser pour mieux régner, finalement. Oui, je crois que c'est vraiment une technique de communication très puissante qu'il utilise, et aussi dans le discours contre les femmes. Oui. Alors, Monsieur Noël, je vais me tourner vers vous, peut-être pour poser les questions avec un peu plus de distance et dans une perspective plus large, d'identifier un peu du documentaire et de la Turquie. Parce qu'il me semble que nous vivons à une époque pour le moins paradoxale, dans le sens où on essaye de tout faire pour inclure les différences et les valoriser, mais dans le même temps, on a tendance justement à tout catégoriser, à tout sous-catégoriser, notamment en termes de genre. La question du genre est sur toutes les lèvres actuellement. Et il me semble qu'on est en train tout doucement, au niveau de nos sociétés modernes, de sombrer vers une sorte de différentialisme qui me semble personnellement un peu dangereux, parce qu'au lieu finalement d'inclure nos différences, de nous rassembler, nous éloigne de plus en plus, jusqu'à presque en oublier, je veux dire, le socle commun des valeurs humaines. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis heureux que vous posiez la question sur cet angle, parce qu'il faudrait décloisonner les traditions du contexte culturel turc et l'élargir pour mieux comprendre ce qui s'y passe. Les traditions se sont construites sur l'instinct de survie, ce désir de l'être humain de collaborer avec l'autre. C'est ainsi que sont nés les clans, les familles, les communautés. Et c'était aussi pour se protéger de l'autre, qui pouvait à tout moment agresser. Donc c'est ainsi que pour créer des alliances, on utilisait souvent les jeunes filles
dans plusieurs cultures comme monnaie d'échange, parce que ça créait le lien familial, ça cimentait les rapports. Donc, il faut comprendre que les traditions se sont construites sur cette base de solidarité entre groupes, mais contre d'autres groupes. Et ce qui s'est produit, c'est que à ce moment-là, nous avons des perceptions collectives qui peu à peu se construisent. Pourquoi? Parce que nous avons développé, nous avons idéalisé cette vie ensemble. Nous avons créé des règles, nous avons créé des normes, des manières de vivre ensemble. Et la femme a sa place dans la psyché collective et l'homme a sa place dans la psyché collective. Dès lors qu'on donne une place à chaque catégorie d'humains, on attend des postures, des façons d'être, des façons de se comporter émotionnellement, intellectuellement, physiquement, en rapport avec soi d'abord et avec les autres. Et l'éducation se transmet de génération en génération par le biais de la famille, ensuite par le biais d'une institution comme les églises, les religions, et ensuite par le biais de la politique. Et il faut partir du fait que les comportements, on a développé une perception du fait que la femme doit être comme ça et l'homme doit être comme ça. Donc, indépendamment de notre identité propre, il s'est construit une identité sociale. Au fur et à mesure qu'on grandit, on apprend, on vit des expériences, on développe des techniques d'apprentissage, mais aussi, et ça c'est ce qui est apparent, mais ce qui est sous-jacent, ce sont les émotions, la façon dont on vit les choses. Oui, les états d'esprit. Psychologique et on y reviendra. Je vous propose de regarder un autre extrait du film avant de poursuivre notre discussion. Un fotoğraf. Arzu 14 yaşındaydı. Yüzük takıldıktan sonra bir ay sonra ben varmam demiş. Annesine demiş, annesi bana yansıttı. Ben dedim olmaz öyle şey. Yani bizim kuralımızda olmaz dedik öyleliğin. Başka bir şey yok. Aha şu hastanedeki fotoğraf. Kolunun ameliyat anı. Bunu böyle görünce şuurumu kaybetmem. Ha, burada hastanede. Bunları böyle gördüğün zaman dünyan kararır. Bu da bacağı. Erken yaşta eve vermekten suçluluk duyuyor musun? Duyuyorum. Niye duyuyor? Aslında onların normalde 18'inin üzerinde olması lazım iken ben tuttum 14 yaşında, 15 yaşında kızlarımı diyor. Geleneklere uymak için çoluğumun çocuğumun hayatını kahrettim gitti yani. Ne olacak ki? Gelenek neymiş? Hiç. Zaten doluyum şimdi özür dilerim yani. İçim kaynayıp geliyor. Oui, on le voit, cet extrait est absolument bouleversant. Ce père qui, quelque part, porte une forme de culpabilité d'avoir suivi les traditions. Alors, Tuline, quel commentaire vous pouvez faire par rapport à ce témoignage? C'était très touchant parce que j'ai vu mon père, les pères qui m'entourent, et c'est très vrai, il y a quelque chose de très vrai chez ce monsieur, chez ce papa. J'ai surtout senti la pudeur, qui est une valeur très importante dans la culture turque en général.
c'est peut-être le fait qu'on est des peuples de souche asiatique, je sais pas, on ressemble peut-être un peu à... On a peut-être cette pudeur vient... Parce que je me suis posé la question d'où venait cette pudeur, surtout chez les hommes. Et c'est d'autant plus remarquable que les hommes de cette génération-là, de la génération de mon père, n'expriment pas facilement leurs émotions. Voilà, c'est culturel. Le chef de famille, le patriarche, ne s'épanche pas, ne pleure pas, n'exprime pas trop d'affection à ses enfants. C'est des attitudes assez courantes encore aujourd'hui, c'est comme ça. En tout cas, dans ce que moi je connais. Et donc c'était très touchant surtout de le voir, d'entendre qu'il témoigne, il dit les choses. Voilà, il nomme les choses au nom d'une tradition. Voilà ce qu'est devenu mon enfant. Non, il dit non à sa manière. Mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu trop tard, papa. Je me dis, Oui, il fallait être là avant. Oui, mais maintenant il y a une forme de tiraillement. Et justement, je disais que l'économiste et politologue Ahmet İnsel soulignait dans un de ses essais le fait que la société turque était constamment tiraillée entre la peur de perdre son identité socio-historique et sa volonté d'être pleinement dans le monde moderne. Alors, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous-même avez parfois eu l'impression de ressentir ce tiraillement? Oui, j'ai l'impression, en tout cas dans ce que moi j'ai vécu, expérimenté, dans l'éducation que j'ai reçue, l'environnement dans lequel j'ai grandi, c'est-à-dire dans une communauté turque assez fermée ici à Bruxelles, et puis avec les allées et venues assez réguliers en Turquie, au centre d'Anatolie où vivait ma grand-mère. Oui, j'ai toujours connu ma culture turque comme étant très contrastée. Mais déjà, ma famille est un mélange de Kurdes et de Turcs. Déjà, c'est toute une histoire en soi. Moderne, traditionnelle. C'est une culture très contrastée, mais c'est normal. Et est-ce qu'elle est tiraillée? Tiraillement entre tradition et modernité, entre guillemets, parce que la modernité, quelque part, on se demande toujours ce que c'est. Bien sûr, en tout cas, j'ai l'impression, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a un tiraillement. J'ai plutôt l'impression que ça cohabite très bien. On peut... C'est ça qui est étonnant et surprenant, même moi j'en suis surprise, que certaines traditions, comme par exemple les mariages très précoces, qui est un des sujets de mes films, les mariages d'enfants, dont a souffert un des personnages du film qu'on a vu. Voilà, c'est encore très courant en Turquie, bon, pas dans beaucoup d'endroits dans le monde, mais en tout cas en Turquie c'est assez particulier, et ça cohabite très bien dans une ville moderne, hyper connectée. Ça me surprend, des choses comme ça me surprennent, alors que je viens de cette culture. Donc j'ai pas l'impression qu'il y a un tiraillement, j'ai l'impression qu'il y a trop de cohabitation même, entre la tradition et la modernité, parfois. Ah oui, tout à fait. Et en termes j'aimerais maintenant qu'on aborde vraiment l'aspect peut-être un peu plus psychologique de la violence qui est faite aux femmes. Et je vais d'abord m'adresser peut-être à vous, monsieur Noël. Lorsque je rencontre des femmes qui ont été victimes de violences conjugales, parce que souvent la parole se libère quand on est sorti de cet enfer, il y a une phrase qui revient systématiquement, c'est d'avoir eu le sentiment d'avoir subi une double peine de la part de l'entourage et de la société avec cette terrible sentence « t'as qu'à le quitter ». Et qui en fait est vraiment une gifle aussi, dans le sens où elles se sentent incomprises et où finalement elles comprennent aussi que la complexité des mécanismes qui se mettent progressivement en place dans les violences conjugales, en fait, sont totalement méconnus. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette petite mécanique très, très perverse qui s'installe progressivement et qui fait que finalement, le tac à le quitter, mais psychologiquement, on n'est plus en état de l'exécuter, si je puis dire? Premièrement, le changement, c'est un processus, c'est pas quelque chose de spontané. Donc, et quand on arrive à ce fait qu'on constate ce sentiment de ne pas être écouté,
on prend conscience que c'est quelque chose qui s'est installé de façon homéopathique depuis l'enfance. Parce que son identité propre est réprimée au profit des attentes sociales qu'on a d'un comportement de petite fille. Donc, il y a une violence qui n'est pas forcément physique, mais qui se retransmet de génération en génération. Et c'est presque devenu acceptable. De sorte que peu à peu, petit à petit, on construit une personnalité sociale au détriment de sa propre personnalité. Et on peut arriver adulte à s'en accommoder, on peut arriver adulte à être dans une situation de soumission, donc de conformisme intégré ou de conformisme apparent, dans l'attente d'un moment, d'un événement, d'une situation qui va nous permettre d'exploser et de nous exprimer. Donc, ou aussi on peut arriver dans une situation d'acceptation, d'adhésion. J'y adhère et je ne peux pas changer ça. Donc, ce n'est plus une situation de soumission, c'est une question d'acceptation. Je n'aime pas ce que je vis, mais bon, je vais adhérer parce qu'il y a des facteurs qui m'obligent à adhérer, les enfants, le regard des autres, etc. Donc il y a des strates d'acceptation, d'accommodation, de frustration et un moment d'irritabilité, de colère et d'épuisement. Qui fait qu'en fait on n'a plus la force de réagir. En fait, on n'a plus la force de réagir ou d'agir, on réagit. Donc, ce n'est plus nous, avec nos intérêts, nos besoins, qui vont guider nos actions. C'est se protéger. On est dans des appréhensions constantes, on est dans une situation anxiogène. Et quand on vient en fin de compte pour accepter de libérer cette parole qu'on a réprimée depuis longtemps parce qu'on a le sentiment de ne pas être écouté, eh bien, le coup de poignard final, c'est de se faire dire, eh bien, t'as qu'à le quitter, ou t'avais qu'à le quitter, ou t'avais qu'à prendre une décision, alors qu'on vient juste de prendre conscience que ce qu'on vit n'est pas normal. Oui, il y a une grande souffrance. Tuline, vous pouvez en parler parce que vous me disiez en préparant cette discussion que c'est quelque chose que vous connaissez de façon intime. Oui, j'ai vécu, moi, personnellement, un mariage précoce. J'ai été fiancée à 14, j'ai été mariée à 16 ans, ici à Bruxelles, à l'ambassade de Turquie, avec l'autorisation de mes parents. Donc j'ai vécu de la violence conjugale. Dans mon entourage, il y a des femmes proches de moi qui l'ont vécu et qui le vivent encore aujourd'hui. Donc ce que j'ai vu dans le film, c'est quelque chose que je connais, qui malheureusement, qui est courant, qui est là en fait. Donc c'est terrible, je pense que il faut beaucoup de... En fait, comme la violence envers les femmes, c'est mon point de vue, hein, ça n'engage que moi, je pense que la violence envers les femmes est systémique. C'est-à-dire que c'est un système, c'est vraiment institutionnalisé. C'est ce que monsieur Noël... Mais déjà la famille nucléaire, avec le père comme chef de famille, que ce soit n'importe où dans le monde, c'est pas spécifique à la Turquie ça, mais disons que dans la structure patriarcale turque, c'est beaucoup plus visible. Déjà rien que ça, c'est une violence envers la femme. Parce que dans cette famille nucléaire, la femme, d'ailleurs c'est l'origine du mariage, la fonction du mariage, c'est de faire de la femme une mère pour pouvoir perpétuer le nom du père, le patrimoine des pères. Donc rien que ça, c'est déjà une violence pour moi. Donc à partir de ce moment-là, on peut commencer à décortiquer. Mais c'est clair que quand on est dans la violence, c'est très difficile. On manque de recul. Et puis, ça instaure aussi, en tout cas par rapport au témoignage que j'ai pu entendre, ça instaure progressivement. Bon, il y a une violence verbale aussi, qui humilie. Et où finalement on perd totalement pied. On manque de confiance en soi et on commence à douter profondément de soi-même. Et puis progressivement s'installe aussi la peur de la peur. C'est-à-dire qu'on anticipe, ce qui va arriver, même s'il n'arrive rien, qui fait que j'ai une jeune dame qui m'a dit « j'étais
paralysée. Je ne savais même plus réagir. Je savais même plus réagir. Même quand il n'y avait aucun acte de violence qui était commis à mon encontre, j'étais paralysée de peur. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on sous-estime souvent quand on a un discours un peu théorique et simpliste en évoquant les violences conjugales. Et à ce propos, nous avions invité la juge Anne Gruet, qui pour des raisons d'agenda ne pouvait pas venir chez nous, et parce que nous aurions souhaité pouvoir aborder aussi le volet légal. Et dans son dernier livre, elle aborde amplement la question des violences conjugales, et pas seulement sous l'angle du féminicide, qui fait 3 lignes en fait dans le livre. Et elle a un passage qui me semble à mon avis intéressant, c'est qu'elle finalement elle incite à une forme de rééducation culturelle totale de la société, en disant en fait les femmes se soumettent parce qu'on ne leur a jamais appris, on les a éduquées dans la culture de la peur. Et finalement, est-ce que c'est pas ça? C'est une forme de rééducation culturelle totale, parce que quand évidemment un homme est violent, oui, il est violent parce qu'il est plus fort et il abuse de son pouvoir, mais il faudrait peut-être aussi, quelque part, je veux dire, rééduquer aussi les femmes à se rebeller, je veux dire, à dire non, ne serait-ce qu'à verbaliser les choses. Oui, moi je crois que beaucoup d'hommes aujourd'hui disent non à la violence. Ont envie de changer. Beaucoup d'hommes aujourd'hui se rendent compte qu'ils sont eux-mêmes aliénés dans un rôle de dominant qu'ils n'ont pas envie d'assumer. Parce que c'est une relation de domination en fait, la violence. C'est je te domine, tu fais ce que je te dis, en gros. Mais ça peut se passer entre jeunes, vieux, enfants, parents, femmes, hommes, mari, femme, parents, enfants. Donc c'est une relation de domination. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, grâce aux médias et à un monde hyper connecté, je crois que on en parle, ça se diffuse, avec le risque que voilà, ça s'étouffe, mais en même temps, c'est très important la rééducation, bien sûr. Chacun doit pouvoir se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie d'être comme être humain, comme citoyen, comme personne, avant d'être un genre. Oui, tout à fait. La parentalité est remise en question aujourd'hui, elle est hyper composée, hyper multiple. Les femmes changent, elles ont de multiples identités, idem pour les hommes. Donc le monde est en train de bouger, de changer, et c'est très bien. Ah mais écoutez, vous avez vraiment la parole de la fin pour conclure cette discussion. Je vous en remercie. J'étais ravie d'être en votre compagnie. Je remercie toutes les personnes qui ont permis cette émission, et je laisse à Sophie le soin de conclure. Le film Dying to Divorce est actuellement disponible sur la plateforme Sooner, et il le sera encore jusqu'au 30 mai. Le second volet des films du Festival Millennium est d'ailleurs disponible aujourd'hui sur Sooner. Ce sont 19 nouveaux films qui ont été mis en ligne. Les films de la compétition internationale, ainsi que les films de la thématique Vivre ensemble. En ce qui concerne les studios débats, nous vous donnons rendez-vous lundi 17 mai pour le prochain studio débat. Nous y parlerons de nos films autour du travail et des droits des travailleurs. Nous y aborderons notamment le film On va tout péter de Lech Kowalski. Alors à lundi, même heure, pour un prochain studio débat Millennium. Et aujourd'hui, on est en train de revendiquer le droit de travailler et de vivre. Parce que là, on est en train d'engraisser des gros porcs. Vous passez 30 ans dans une usine ou 40 ans, vous savez faire quelque chose dans cette usine, vous êtes quelqu'un dans cette usine. Mais sorti de l'usine, vous ne savez plus rien faire. C'est toute notre vie, c'était bien.
mec qui perd son boulot dans un département comme la Creuse, on n'est pas à Lyon, on n'est pas à Marseille, on n'est pas à Paris là. Il sait que en ayant 50 ans de moyenne d'âge, où voulez-vous qu'il retrouve du boulot? C'est vrai. C'est ça qui est inadmissible. Quand vous voyez aujourd'hui les bénéfices qu'ont fait PSA et les bénéfices qu'ont fait Renault, c'est donc la meilleure année depuis presque 10 ans. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. L'engagement qui a été pris par le président de la République et qu'il fallait qu'une cellule de crise soit mise en place. Et cette cellule de crise va travailler à la mise en œuvre d'une reprise. Est-ce que c'est pas une offre pour nous repousser et puis attendre, et puis nous emmener à la fin? Et pour les chemins, c'est Et madame, je ne suis pas le Père Noël. Je ne suis pas le Père Noël. Viens voir. On va être licenciés, de toute façon, on risque plus rien. Allez, partez. Bien sûr que le blocage continue. Demandez aux collègues, vous croyez qu'ils vont partir comme ça? Vous craignez l'intervention des CRS? C'est bien, on risque quoi? Qu'est-ce qu'on risque? Là, on est tous en sursis. Si on est là, vous croyez que ça nous fait plaisir? Comment ça s'appelle quand le service public, c'est-à-dire vous faites du gardiennage dans des sites privés, ça s'appelle comment ça, du gardiennage hein? Eh ouais, eh ben c'est pas normal. Bah non, ah non, parce que c'est nos impôts qui les payent. Aujourd'hui, vous êtes le PDG de la nouvelle société, peut-être l'âme ou je sais pas comment elle s'appelait. Mais aujourd'hui, monsieur, je sais pas si je serai licencié, mais monsieur Martineau, les donneurs d'ordre qui sont Peugeot et Renault, vous pouvez pas nous dire, leur demander, s'il vous plaît, pour nous, demandez-leur une supralégale. S'il vous plaît. C'est tout ce qu'on vous demande, monsieur Martineau. Je vois bien que malheureusement sur le visage de certains, les lettres sont tombées et que la vie va changer demain. Alors je le répète, c'est pas fini. Moi, représentant du personnel, je sais pas quand ma lettre va tomber. Mais qu'elle tombe ou qu'elle tombe pas, c'est pas le problème. Je serai quand même toujours du côté de ceux qui vont être licenciés. Même si je suis gardé, ça changera rien. Des terroristes, on est juste des salariés qui défendent leur emploi, c'est tout.